Marc Briand-Terlé, bonjour, bonjour. Bonjour Emmanuel. Soyez le bienvenu au petit déjeuner de Devenir pour Agir et merci de me recevoir dans vos locaux, rue du Faubourg Saint-Antoine, dans le 11e. 11e. Voilà. Merci de me recevoir et je voudrais tout d'abord commencer par une citation d'Horace. On peut mieux commencer sans Horace qui dit, je le cite, je ne suis plus celui que j'étais. Marc, si vous n'êtes plus celui que vous étiez, alors qui êtes-vous maintenant? Alors, je vais prendre le temps de la réflexion avant de répondre. Euh, Tout simplement, qui êtes-vous? En tout cas, qui êtes-vous? Qui je suis? Donc, je suis Marc Briand-Terlé, je suis le cofondateur de Horace, que j'ai créé du coup avec un de mes meilleurs amis qui est Kim Mazili. On s'est rencontrés en tout début en école de commerce. On a des profils très différents, parce que lui a un profil technologie de l'information, opération, moi j'ai un profil plutôt marketing. Et je suis certain que je suis plus qui j'étais quand on s'est croisés. Et quand on s'est rencontré avec Kim, j'ai pour le coup bien mûri. Et voilà, du coup, on a cette aventure Horace à deux qui a maintenant 5 ans et qui nous a fait, je pense, progresser individuellement énormément et beaucoup changer. Changer, vous avez grandi, continuellement grandi. Ouais, mais la chance et l'opportunité qu'on a quand on est dans une marque comme Horace qui a pour le coup évolué très vite, c'est que chaque année est une année extrêmement différente. Qu'évidemment, les 2 années Covid sont un gros catalyseur aussi de modification, de changement, de réflexion de comment on interagit avec évidemment les clients, les employés, etc. Et j'ai développé énormément travaillé ma patience et mon côté zen beaucoup plus, à fortiori depuis que j'ai un enfant et qui m'apprend beaucoup la patience et c'est très intéressant. Et c'est vrai que c'est tout le côté hyper intéressant dans une entreprise comme la nôtre qui, comme je le redis, a grandi très vite et où du coup ça nécessite une capacité de flexibilité comme je pense j'ai jamais connu auparavant. Et alors, je vais en reparler de ce que vous dites, parce que ce sont des questions que je vais aborder. Votre plus belle qualité? Non pas comme les autres vous voient, mais pour vous, qui êtes-vous? Votre plus belle qualité, qui pourrait vous définir? Je réfléchis. Parce que souvent, on connaît nos défauts, mais on n'accepte pas nos qualités, alors que la plus belle qualité, c'est aussi ce qui nous permet d'avancer. Probablement ma pugnacité, qui est parce que créer une entreprise, ça en nécessite beaucoup. Qu'il y a plein de raisons de laisser tomber. Euh, et qu'en fait, je l'ai jamais fait. Globalement, c'est quelque chose que j'ai jamais fait, parce que c'est une question que je me suis posée pendant mes études en école de commerce, par exemple, ou quand j'ai déménagé à Montréal pour faire mes études de commerce de Montréal, et qu'en fait, j'ai toujours cette chose de me dire euh, quelles sont les bonnes choses, est-ce que ça vaut le coup de continuer, et de toujours trouver une manière de trouver du plaisir, et du coup de perdurer, de ne pas lâcher l'affaire, pour dire ça de manière très commune. Oui, complètement. Et est-ce que alors, pour reprendre de nouveau notre ami, le philosophe Horace, cueillez-vous le moment présent, le carpe diem? Ah ouais, c'est quelque chose. Enfin, alors, j'ai grandi avec une mère qui m'a énormément répété ça, pas forcément sous la forme de carpe diem ou de cueillir le jour, mais qui m'a toujours rappelé l'importance qu'on est dans un moment présent, qui de toute façon s'efface à chaque fois qu'il est vécu, et que il y a toujours des bonnes choses, et que c'est important de voir autant que possible, parce que parfois je peux comprendre aussi qu'on voit le côté moins positif, mais de regarder les bons moments. Et j'ai la chance, plein de raisons, de pouvoir me focaliser sur les bonnes choses et du coup de cueillir le jour. Et Magnifique. ça m'aide à être très bien dans ma vie. C'est magnifique, mais ça se voit, vous êtes épanoui, vous êtes rayonnant, et cueillons ensemble cet instant de réflexion.
Marc-Briand Terlet, est-ce que vous pouvez, avant de rentrer dans différents sujets, nous présenter votre entreprise Horace? Ouais. Et pourquoi Horace? Le nom Alors, Horace. c'est Horace, en fait, c'est un choix très marketing. C'est un- c'est en fait absolument pas lié au poète. Ce n'est pas non plus le prénom du grand-père de Kim ou du mien. En fait, on voulait un prénom parce qu'on trouvait que pour une marque, c'était plus joli et que ça nous renforçait pour nous positionner en tant qu'une marque euh, plutôt haut de gamme. Et on voulait quelque chose qui soit facile à retenir et prononçable. C'est parti des quelques leçons que j'ai eues à l'école et que j'ai bien retenues, qui étaient pas plus de 3 syllabes, prononçables dans plusieurs langues, et qui viennent renforcer un certain positionnement. Et en fait, on l'a choisi comme ça. Et du coup, Horace, on est une marque de soins naturels pour tous les hommes, qui s'est avant tout construit sur Internet et en relation et co-construite énormément avec la communauté de clients. C'est-à-dire co-construite à la fois dans la réflexion des produits, de comment on les fait, ils sont impliqués dans les tests, dans le choix des produits, dans la réflexion, impliqués énormément aussi dans la communication. Typiquement, on prend des clients qui sont modèles. Beaucoup de modèles en fait sont avant tout des utilisateurs. Parce qu'on veut aussi s'assurer que, être pour tous les hommes, que les hommes se sentent tous représentés. Ce qui est un challenge, ce qui est un objectif irréalisable en fait, mais qui est aussi toute la beauté de certains objectifs, c'est qu'ils sont complètement irréalisables. C'est impossible de représenter tous les hommes, mais en se le posant comme objectif, au moins on s'assure de représenter toujours un maximum. Et qui aujourd'hui vit aussi par nos propres boutiques, puisqu'aujourd'hui on est dans un bureau qui est à l'étage de notre boutique rue du Faubourg Saint-Antoine, et qui existe, comme je disais, depuis 2016. Alors, Marc, vous vous êtes spécialisé dans les soins naturels pour les hommes. Dans cette ère actuellement où les femmes revendiquent l'égalité, à la fois salariale et dans tout domaine, est-ce que vous ne retournez pas la tendance en disant les hommes doivent aussi être égaux aux femmes dans la cosmétique? Parce qu'il n'y avait pas jusqu'à vous, je crois, je dirais de spécialistes dans la cosmétique masculine. Effectivement, on est arrivé avec cette envie de se dire, chaque homme, s'il a envie de prendre soin de lui, doit se sentir à l'aise et libre de le faire. Ce qui, sur le papier, tout le monde est d'accord. Dans les faits, il y a toujours des questionnements. On le voit dans les interactions qu'on peut avoir au quotidien, ça reste une typologie de produits pour lesquels certains hommes, en tout cas, trouvent ça assez étonnant que d'autres hommes les utilisent. C'est-à-dire? Parce que dans un certain courant de pensée, c'est considéré comme une féminisation de l'homme, utiliser des produits de beauté. Je pense que vous avez une vue historique comme moi qui prouve que tout est une question culturelle et donc fluctue dans le temps, et que ce qui est considéré aujourd'hui comme un standard n'était pas forcément... C'est ça. Voilà. Avec l'exemple que j'adore en permanence, c'est de dire que dans l'Égypte antique, les hommes se maquillaient et se parfumaient, et du coup, d'une certaine manière, étaient plus féminins pour ces hommes qui peuvent voir une certaine féminisation de l'homme dans l'utilisation des produits de beauté. Et que ça peut du coup, pour certains hommes, avoir l'impression qu'ils ne peuvent pas le faire. S'ils le font, ils deviennent moins hommes. D'accord. Et c'est ça qui est la mission de la marque, c'est aider tous les hommes à se sentir bien dans leur peau, de manière très concrète au sens physique de la chose, mais aussi psychologique. Et pour se sentir bien dans sa peau, il faut se sentir à l'aise et libre de faire ce qu'on a envie de faire. Et si on a envie de prendre soin de soi, et chacun à sa manière, on peut utiliser un gel douche, ça reste une manière très simple de prendre soin de soi, et si certains hommes ont fait faire beaucoup plus, qu'ils le fassent beaucoup plus. Avec nous, avec d'autres marques d'ailleurs. Je pense que là-dessus, je suis ravi je pense que toute la catégorie beauté, indépendamment de Horace, doit faire en sorte que les hommes comme les femmes doivent se sentir bien, qu'il y a un travail important à faire chez les femmes, qui a été fait beaucoup plus parce que l'industrie cosmétique est avant tout une
destinée à la femme, Oui. parce qu'elle est construite comme ça, et qu'en même temps, les hommes méritent tout autant d'avoir une marque et des représentations où ils se sentent bien réalisés. Alors, on a utilisé plusieurs concepts et je voudrais que vous en donniez la définition. Euh, alors, plus je vous donne les différents concepts, qu'est-ce qu'un humain? Qu'est-ce qu'un homme pour vous? Parce que vous êtes spécialisé dans la cosmétique pour le masculin, donc qu'est-ce qu'un homme? Qu'est-ce que la cosmétique? Parce que c'est vrai qu'il faudrait qu'on ait cette définition. Et enfin, qu'est-ce que le bien-être? Alors, sur l'homme, moi j'ai une définition vraiment fondée sur le genre, qui est un homme est une personne qui s'identifie comme un homme. Donc, et de manière comment de continuum, donc ça peut être chacun à sa manière expressive, plus ou moins genrée. Voilà pour cette première réponse. Sur la partie cosmétique, pour moi, c'est à la fois une dimension hygiénique et une dimension de soin. Et une dimension plus généralement de beauté. Ça implique la partie du coup savonnage, Oui. qui est vraiment d'enlever les impuretés, qui est cette dimension hygiénique. Une partie soin, qui est une partie avant tout de sensation de confort en fait. Et une dimension de beauté qui est lorsqu'on se regarde, on se sente bien et qu'on se sente beau. Qui sont en fait 3 dimensions différentes qui ne sont pas d'ailleurs imperméables les unes aux autres. On peut se sentir bien parce qu'on a utilisé un déodorant, quelque chose d'hygiène parce qu'on ne sent pas. Et que pour utiliser un produit de soin et de beauté, c'est important de le faire sur une peau propre. Donc, de toute façon, c'est lié. Ça, c'est ma définition du cosmétique, et c'est aussi, je trouve, un petit peu toute la limite du terme cosmétique, a fortiori parce qu'il a été galvaudé, parce que souvent utilisé dans un contexte en fait péjoratif, de dire c'est de la cosmétique, quand on dit que c'est quelque chose qui est une rénovation de façade, finalement, alors que c'est une dimension de bien-être. Et c'est intéressant de le voir aussi, quand je vais donner un exemple très simple que j'adore. Ma compagne adore koh. Donc je regarde koh depuis maintenant 11 ans. Et il y a un moment qui m'a toujours moi touché par mon expérience, c'est le moment où 2 des participants ont le droit à une douche. Et ce qui pour nous est extrêmement acquis, parce qu'on a la chance de vivre dans une société où on peut, pour la majorité des gens, prendre une douche au quotidien, et que c'est un moment de plaisir avec de l'eau courante, de l'eau chaude. Mais on se rend compte comme c'est un moment de bien-être extrêmement fort. C'est-à-dire que ces candidates de koh sont complètement exaltés par le fait d'avoir là l'opportunité de prendre une douche, alors que le reste des candidats et candidates ne le font pas. Et c'est un moment extatique au moment de le faire, et en souvenir vraiment immédiat je me sens bien, mes cheveux propres, et ils se sentent revigorés, et finalement c'est quasiment au même plan, en tout cas dans la manière dont c'est monté chez koh, que le moment d'un déjeuner exceptionnel qui est gagné par ces candidats. Et c'est cela de bien-être, c'est que le bien-être, c'est vraiment une sensation pour moi qui est à la fois d'aucune insatisfaction, il n'y a rien, aucune gêne, et en même temps d'avoir ces plaisirs qui sont du coup d'une certaine manière automatiquement futiles, mais qui en font des plaisirs et qui rendent ce moment d'être bien. D'être bien, voilà. Le bien-être conduit à être bien. Être bien. C'est ça. Marc Briand-Hervé, concernant les produits que vous proposez, vous avez dit que ce sont des produits naturels. Or, ne pourrions-nous pas dire que ce que l'on met sur notre corps, finalement, c'est d'une certaine manière un artifice? Est-ce qu'il n'y a pas un côté artificiel dans le naturel de nos corps? On peut créer de l'artificiel avec du naturel. Exactement. Complètement, parce qu'en fait, finalement, c'est quelque chose qui...
enfin des produits de soins naturels, de toute façon, n'existent pas tels quels à l'état naturel. Parce que même transformer des pépins en huile, ça requiert un travail humain C'est ça. pour le transformer, parce que je- si on applique des pépins tels quels sur le visage, il va pas se passer grand-chose. Ça risque même d'être plutôt désagréable. Donc c'est complètement artificiel. Et comme c'est complètement chimique, parce que Mm. il y a cette opposition maintenant dans le langage commun de dire si c'est naturel, c'est que c'est pas chimique. Si, c'est chimique, c'est juste une chimie à base de naturel plutôt qu'une chimie synthétique. Mais ça reste un processus chimique. Parce que de toute façon, on est entouré de processus Tout à chimiques. fait. On émet nous-mêmes résultant chimiques. Donc c'est complètement artificiel. Mais quelque chose, enfin, nous en tant que marque, on essaie d'expliquer, de réconcilier, qui est être naturel ne veut pas dire qu'on est anti-chimique, être naturel ne veut pas dire qu'on est artificiel, puisque effectivement quand on se parlait tout à l'heure de qu'est-ce qu'est la cosmétique, C'est j'ai ça. placé que c'était une dimension d'hygiène, de soin et de beauté. La notion de soin, qui est, du coup j'expliquais avant tout une notion de confort et de beauté, de regard de soi, c'est avant tout un travail artificiel en fait, puisque en fait ça nécessite, enfin, on pourrait se laver presque en se frottant simplement, mais pour obtenir un confort, bah, on a besoin d'artifice, que ce soit dire un chauffage, un pull ou une crème qui fait qu'on a la peau douce et confortable. C'est ça, mais alors est-ce que l'artificiel conduit naturellement au beau? Parce que dans ce que Alors, vous venez de dire, vas-y, pardon. dans ce que vous venez de dire, il y a à la fois, je vous laisse répondre. Alors, la notion de beau, j'ai appris alors, vous posiez la question un peu plus tôt tout à l'heure enfin, plutôt vous citiez Oui. Horace en disant je ne suis plus l'homme que j'étais, je n'ai plus la vision du beau que j'avais. Et où en fait j'ai une culture, peut-être même pour revenir une seconde en arrière. En fait, lors de mes études, j'ai fait des études de marketing. Après, je suis une personne qui a été toujours très marquée par les sciences sociales. Et en fait, j'ai fait le choix en marketing en master spécialisé, pardon, de faire une anthropologie de la consommation, D'accord. qui est en fait de l'anthropologie appliquée à la culture matérielle, à la consommation. Où j'ai un directeur de recherche qui m'a fait comprendre que tout n'était que subjectif, qu'en fait on est incapable en tant qu'humain d'avoir une vision objective des choses parce que de toute façon elle est partielle et elle est réalisée à un instant T dans un contexte T, et que c'est pour ça aussi qu'elle peut être évolutive, c'est pour ça qu'elle est partielle, que donc elle est subjective. Ça a transformé la vision du beau qui à un moment auparavant et pendant très longtemps était en fait très directive et bourgeoise dans son sens de culture dominante, et si le beau est tel qu'il est inscrit à ce moment T et qu'en fait c'est forcément ça, pourquoi les gens ne le comprennent pas. Donc je n'ai pas de point de vue sur l'artificiel est-il forcément beau. Ça, je laisse les gens juger. Est-ce que chacun a jugé de est-ce qu'il est beau en fait. C'est ça. Mais alors, Emmanuel Kant, le philosophe Kant, va distinguer le beau de l'agréable du sublime. Est-ce que dans la cosmétique, ces trois notions sont présentes? Et si elles sont présentes, quelle est leur gradation? Par quel concept commencez-vous? Je réfléchis. Allez-y, C'est une très très bonne question. Je regrette de ne pas avoir relu Kant récemment. Je me souviens plus de comment il distingue les trois. En fait, le beau, c'est ce qui finalement, c'est ce que l'on voit. Voilà. L'agréable, c'est ce que l'on ressent. Ouais. Et le sublime, c'est la transcendance. Je dis, le sublime pour lui, c'est à la fois l'ajout du beau et de l'agréable. D'accord. C'est intéressant parce que quand j'entendais la question, la première chose qui m'avait pensé agréable, c'était toute la partie
de dimension de texture et de sensorialité d'un produit en cosmétique, qui en fait avant tout, qui est un moment agréable, et chaque marque doit faire en sorte que pour l'utilisateur, l'utilisatrice, l'utilisation du produit soit un moment agréable, parce que c'est le principe même, C'est ça. et c'est l'essence même d'un produit cosmétique, Exactement. pour permettre à cette personne d'avoir un rendu beau. Et j'espère qu'on rend du coup le moment sublime parce qu'on arrive à joindre les deux. Mais c'est effectivement, oui, ça s'applique parfaitement à la cosmétique. Dans le sens où nous, en tant que marque, on a une réflexion qui va dans les deux. C'est-à-dire qu'on part avant tout d'une attente, d'un besoin, d'un désir d'un utilisateur, d'une utilisatrice, dont le but, peu importe la forme, est de se sentir beau. C'est ça, oui. En fait. C'est-à-dire que ce vers quoi on tend, en tout cas, en tant que marque, on aide pour que ces personnes l'attendent, c'est qu'ils se sentent beaux et belles. Parce que c'est un moment de bien-être, il faut que cette manière pour atteindre la beauté soit un moment agréable. Parce que même si il y a cet adage qui dit qu'il faut souffrir pour être beau ou belle, en fait, en vrai, je pense que si on peut tous trouver des manières pour ne pas avoir à souffrir, c'est toujours mieux. Donc, comment? Par la texture, par le parfum, par l'application, par le packaging aussi, en fait. Et le fait de le voir, soit avant tout un moment agréable. C'est pour ça qu'on s'attache à une réflexion packaging, à avoir des packagings qui sont beaux à l'œil, à avoir des textures qui sont agréables à l'application, à un parfum qui est plus recherché, souvent plus doux aussi, pour être moins saturant du moment d'application, pour que ce soit agréable. Mais quelle définition du beau alors donnez-vous? Pour vous, qu'est-ce que le beau? Si vous deviez donner votre propre définition, parce que, enfin, je ne vais pas répondre à votre place, je vous laisse. C'est avant tout prendre le plaisir à regarder. D'accord. Prendre le plaisir à regarder, d'accord. Qui est soi-même, ou autre chose, c'est pour moi un plaisir de contemplation. D'accord. Non, c'est une belle définition. Mais alors, en parlant de l'artificiel et du beau, que répondez-vous à Oscar Wilde, qui souligne, je le cite, « La plupart des femmes sont si artificielles qu'elles n'ont aucun sens de l'art. La plupart des hommes sont si naturels qu'ils n'ont aucun sens du beau. » C'est énorme cette phrase. C'est très Oscar Wilde. Qui a à la fois toujours été très misogyne et très condescendant des autres hommes, qui est le principe probablement même d'un dandy de son temps. Oui. Parce que le principe du dandy, c'était de s'élever parmi les autres hommes par sa beauté. Tout à fait. Et on est dans une période qui est, pour le coup, à cette époque-là, où la misogynie est très décomplexée. Mais il y a une culture du beau chez les femmes que je trouve fascinante, parce que les femmes s'autorisent beaucoup plus facilement la culture du plaisir et du beau. C'est par exemple quelque chose qui m'a toujours marqué, qui est quand un homme discute de l'intérêt d'un vêtement, il se sent obligé de débattre de tout l'intérêt utilitaire de la chose. Alors qu'en fait, pour un homme urbain, l'intérêt d'avoir 6 poches sur un manteau est relativement restreint. Et qu'il a l'impression qu'il va être jugé si juste il dit cette phrase très simple que je le trouve beau. Et je trouve ça du coup toujours très inspirant de voir cette relation au beau qu'ont les femmes, qui est très simple et très directe, et j'aime bien ça, et je trouve ça beau. Qu'un homme, pour le coup, dans la culture dans laquelle on est en Occident, où finalement il doit une sorte de culture de l'ingénieur qui doit l'obliger à justifier par les fonctionnalités de la chose pourquoi il est intéressé. Alors qu'en fait, finalement, personne n'est ingénieur en tout, la majorité de nous sommes ingénieurs en rien, et qu'on peut tout à fait prendre du plaisir dans les choses, et que c'est même le principe de l'art. Et que justement, parce qu'on a cette culture-là, ça crée une barrière entre l'art et de nombreux hommes. Donc je le dirais pas
forcément de la même manière qu'Oscar Wilde. Je ne le dirais même pas du tout de la même manière sur la forme, mais sur le fond, il a quelque chose, en tout cas d'assez juste, qui est les femmes savent vraiment prendre du plaisir dans le beau. Elles savent le cultiver, et c'est très bien. Ça a aussi ses propres limites, parce que on- la société a créé une pression du beau autour de la femme qui est un truc insoutenable complètement. Et qu'en même temps, à l'inverse, on a créé chez les hommes une espèce d'incapacité à apprécier des choses pour simplement leur beauté. Oui, c'est ça, mais alors la question va résumer ce que vous venez de dire, très intéressant à l'instant. N'y a-t-il finalement pas actuellement un malaise dans la société pour vraiment avoir je dirais, ce goût du beau, ce goût de l'artifice? Parce que, enfin, je pense que la cosmétique n'a jamais autant marché qu'actuellement, avec cette société de consommation qui finalement produit pour que l'homme finalement et la femme d'une certaine manière ne soient plus, mais paraissent. Est-ce qu'il n'y a pas un malaise entre l'être et le paraître? Il y a un décalage extrêmement accentué par les réseaux sociaux et ce gimmick de réseau social qui est Instagram versus Real Life, qui montre la limite, et c'est aussi très intéressant de voir comment aujourd'hui c'est mis en avant et expliqué. On a une culture de la consommation qui est particulière. En fait, on nous a aliénés entre la production et la consommation il y a quand même un certain temps, on a quasiment aucune personne aujourd'hui n'est vraiment capable de savoir comment se construit un objet. Oui, c'est ça. Puisqu'en fait, a fortiori en France, qui est aujourd'hui maintenant principalement un pays de service, on ne sait pas vraiment, en tout cas les individus en majorité ne savent pas construire des objets, ou alors s'ils le savent, c'est de toute façon parce qu'on a une organisation scientifique du travail, uniquement une vision partielle de la manière dont c'est construite. Donc la consommation est en fait très... et en plus devenu un loisir. Donc en fait, Oui. c'est devenu... Enfin, les centres commerciaux sont finalement pas très différents d'un musée. Les musées sont ramenés, d'une certaine manière, à des centres commerciaux aussi. Puisque le but, c'est de venir consommer l'art de la même manière qu'on a consommé finalement un vêtement dans un autre endroit. Il y a un équilibre de paraître-être et en même temps... Enfin, être et paraître, c'est extrêmement lié, parce que de toute façon, on a... à moins même si le métaverse arrive, mais la réalité c'est que c'est le je fais donc je suis fait que le paraître et le être. En fait, D'accord. à partir de là, puisque mon paraître est forcément quelque chose que je fais, et la manière dont je suis perçu et donc je parais est extrêmement lié à ma personne. C'est un petit peu c'est lié. Est-ce que finalement c'est grave, je sais pas, je suis pas certain en fait. D'accord. Et est-ce qu'il. Je pense que je me suis un peu perdu dans ma réponse. Non, 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 mais Et c'est intéressant. Allez-y. je réfléchis. Non, en fait, je pense pas qu'il y ait une opposition en fait. Enfin, en fait, qu'il y ait une première opposition de paraître et être, dans le sens où le paraître c'est forcément une dimension, certes partielle, mais de être. Parce que de toute façon, on se présente tel qu'on est Tout à et fait. C'est ça. on a envie de se présenter aussi tel qu'on est. C'est pas la seule chose, mais c'est aussi pour ça aujourd'hui qu'il y a une quête de sens de la part de nombreuses personnes, d'avoir des marques qui sont plus en phase des valeurs et qui sont du coup vont au-delà du fait que j'ai par exemple ce pull, enfin ce col roulé de couleur bleue, la marque a certaines valeurs qui font qu'elle est plus en phase avec des choses plus invisibles de ma personne. C'est ça. Et il y a une vraie, mais parce que justement, pour revenir du coup, parce qu'il y a cette alignation production-consommation, il y a aujourd'hui, ça s'est renversé en disant, certes, je ne produis pas, comment je m'assure que ma consommation est en C'est phase ça. avec mes valeurs? Et du coup, elle est en phase avec un être, plus la partie invisible de mon être. Donc, qui est extrêmement difficile. Alors je vais redonner un exemple télévisuel, mais qui est une super série qui est The Good Place, qui a expliqué que la difficulté qu'on a aujourd'hui, par nos choix, parce qu'il y a une distance extrêmement importante entre
ce qu'on va faire et la manière dont ce qu'on va faire, ce qu'on va choisir, ce qu'on va acheter, et tout ce qui est les implications de cet objet qu'on a acheté, qui fait que c'est extrêmement difficile de faire un bon choix. C'est ça. On est submergé d'informations, on se demande toujours si est-ce qu'en fait on fait le bon choix et tout. En fait, on essaie de faire le meilleur choix avec les informations qu'on a, tout en étant contradictoire. Je fais mon tri des déchets, je fais extrêmement attention, et en même temps, je prends l'avion une fois par an. Voilà, on essaie de compenser, voilà, on essaie de reconstruire le lien qu'on a perdu avec la production, avec le lien avec la marque. Et c'est une définition qui est extrêmement intéressante de Sartre sur le luxe dans L'être et le néant, qui explique que ce qui pour lui est luxueux, c'est le fait que la distance entre la production et la consommation soit la plus courte possible. Oui. Et finalement, c'est tout ça qu'aujourd'hui les gens cherchent. En fait, c'est même plus une définition du luxe, en fait. Qui était peut-être valable en fait à l'époque où Sartre l'écrit, mais en fait aujourd'hui c'est la définition de la consommation. Qu'en fait aujourd'hui, ce que les gens cherchent, c'est une consommation qui est la plus courte possible entre une relation qui est la plus courte possible entre l'acte de consommation et l'acte de production. Un consommé local, un circuit court, le fait de comprendre la marque, d'avoir une relation directe, pour s'assurer que cet achat, si c'est un achat de paraître, soit le plus en phase avec l'être. C'est hyper intéressant ce que vous venez de dire sur Sartre, sur cette définition du luxe. Marc Brianterlet, l'objectif d'Horace est-il de changer le monde? Mais j'aimerais beaucoup qu'avec Horace, vraiment tous les hommes se sentent mieux dans leur peau. Je pense que c'est quelque chose qui est hyper important. Que les hommes changent eux-mêmes finalement, sur eux-mêmes, qui changent et qui se sentent autorisés à le faire. C'est aussi la publicité, puisqu'on est une marque, on en fait, a un rôle majeur dans la manière dont les gens et chaque individu se perçoit. À partir de là, nous, en tant que producteurs d'images, et du coup de visuel, et du coup de perception, c'est important de s'assurer qu'on véhicule quelque chose de positif et qu'aide les gens à se sentir mieux. Ce qui est tout le principe de la mission que j'expliquais tout à l'heure, qui est aider tous les hommes à se sentir bien dans leur peau. Et que, à notre mesure, et je pense que c'est aujourd'hui important pour chaque marque, c'est avoir conscience de ça et se dire comment effectivement on peut changer le monde. Parce qu'on peut le faire. Beaucoup, oui. Parce qu'on produit des visuels, parce qu'on produit des stéréotypes, parce qu'on produit des modèles, parce qu'on montre des choses, et qu'on façonne la culture au même titre que d'autres éléments culturels. Mais aujourd'hui, les marques sont un élément important de la culture. Mais alors comment vous situez-vous dans cette phrase de Léon Tolstoï qui dit « Chacun pense à changer le monde, mais personne ne pense à se changer soi-même ». Est-ce que Horace finalement, parce que d'une certaine manière vous avez répondu, est-ce qu'Horace, avant de vouloir changer le monde, cherche-t-il à changer chaque personne, chaque homme finalement, chaque regard? Chaque homme, nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on se remet énormément en question. Une des valeurs cardinales d'Horace, c'est l'inclusivité sous une forme hospitalière, qui est de se dire on n'est pas seulement inclusif, mais on est aussi inclusif où on se sent accueilli et bien accueilli. Et ça implique, par exemple, ça a impliqué, pour le coup, parler au passé, du coup, un changement, de se rendre compte il y a une douzaine de mois que finalement, pour être plus inclusif et du coup participer au changement du monde, ça veut dire qu'en tant que marque cosmétique, il fallait qu'on soit montrer plus d'hommes de 50 ans et plus. D'accord. Pour aider chaque homme à l'interne et aussi du coup à voir le vieillissement d'une manière différente que quelque chose de mauvais. Du coup, on essaie de le faire avant tout. Et ce que j'aime dans cette nouvelle relation très proche entre les marques et les utilisateurs et les personnes, c'est que on nous force à nous remettre en question. Oui, c'est une attente c'est ça. Qui n'existait pas finalement il y a 20 ans, parce que les réseaux sociaux ont fait sauter des barrières qui permettent, ou même l'email,
de n'importe qui. Vous, Emmanuel, si en fait vous avez envie de parler avec une marque, vous pouvez le faire, et maintenant vous attendez une réponse parce que il y a d'autres marques qui ont créé des standards où vous répondez. Et à partir de là, ça nous oblige à nous poser des questions. Au même titre que quand on construit des packaging, comment on s'assure que toutes nos bouteilles sont en plastique recyclé. C'est pas du plastique juste recyclable, c'est du plastique 100% recyclé. Comment on fait en sorte de, même au-delà d'avoir du plastique recyclé, avoir moins de plastique. Donc si on veut changer le monde, ça implique de changer soi-même. Et on s'applique énormément cette réflexion de Tolstoï. Et on essaie, par des discussions individuelles avec les utilisateurs, en tout cas ceux qui ont envie d'engager avec nous au niveau individuel, de les aider à faire cela aussi. C'est hyper intéressant ce que vous dites, Marc. Malheureusement, l'interview va s'achever, mais je voudrais quand même vous poser une question sur un concept que vous venez d'utiliser, qui n'était pas prévu dans l'interview, mais ça me brûle de vous la poser, sur le vieillissement. Alors, question personnelle, avez-vous peur de vieillir? Première question. Et deuxièmement, les produits que vous proposez servent-ils à l'acceptation du vieillissement? Que toutes les personnes, vous parliez des personnes de 50 ans et plus, finalement, depuis notre naissance, nous vieillissons. Est-ce que vos produits, c'est une acceptation du vieillissement, ou au contraire d'essayer de repousser le plus lointain possible? J'ai pas peur de vieillir. J'ai peur de mourir. Pour moi, c'est une de mes plus grandes peurs. Qui est avant tout lié aux gens auxquels je suis attaché, et j'ai peur de les perdre et de perdre la relation avec eux. Vieillir, j'ai assez tôt accepté que de toute façon c'était inévitable. Nos produits, et tous les produits cosmétiques en tout cas, permettent de accepter et contrôler aussi la manière dont on vieillit, et comprendre comment on peut contrôler. Dans le sens où, par exemple, quelque chose qui est très bien compris aujourd'hui, qui était beaucoup moins il y a quelques années, c'est l'impact du soleil sur le vieillissement cutané. Une des meilleures manières de bien vieillir, c'est de se protéger du soleil. Et en tant que marque, c'est important pour nous de le dire aux gens, en disant que c'est avant tout, comme pour beaucoup de choses, un travail de prévention. Et se sentir beau, c'est justement une manière ça permet de s'accepter, du coup d'accepter de vieillir, parce que de toute façon on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Et du coup, en prenant soin de soi, c'est se dire, oui, je vieillis, et je vieillis comme j'ai envie de vieillir. Et que je peux avoir des défauts, je vis bien avec. Mes défauts ne sont pas des complexes, et c'est des complexes, est-ce que je vis avec et j'en fais des défauts, ou si c'est des complexes, comment je peux les traiter? Oui, le mot contrôler me plaît beaucoup. De contrôler sa vieillesse, en tout cas de lui donner sens. Donner un sens. Marc Brianterlet, malheureusement l'interview va s'achever. À tous les milliers de jeunes qui vous écoutent aujourd'hui, et plus particulièrement à tous ces jeunes qui sont des étudiants en école de commerce. Vous avez fait une école de commerce. Quel message d'espérance pouvez-vous leur offrir aujourd'hui, alors qu'ils sont à l'aube de rentrer dans le monde du travail? Croyez en vous. J'ai failli être viré de mon école de commerce, parce que j'avais des très mauvaises notes. Intéressant. Parce que je suis arrivé en école de commerce, la majorité des cours que je faisais au début ne m'intéressaient pas. Pourtant, j'ai à un moment compris qu'il y avait certaines choses que je comprenais bien, et que j'acceptais qu'il y a des choses que je ne savais pas faire, et que j'ai cru en moi, et j'ai cru en mes idées. La preuve, il faut beaucoup croire en soi pour monter une entreprise. Et c'est vraiment la chose la plus importante, et la chose qui aide le plus en tant que professionnel et jeune professionnel à avancer. Les amis, comme vient de dire notre ami Marc, croyez en vous. Croyez en vous. Merci beaucoup Marc de nous avoir permis déjà de m'avoir accueilli, et puis cette belle réflexion sur la cosmétique, sur l'humain, sur le monde. Merci pour votre amour pour l'humain, pour le beau.
Et je voudrais terminer par une belle citation de Baudelaire qui, à mon sens, vous caractérise beaucoup et caractérise la marque lorsqu'il souligne que là où il y a des remèdes, les plus grandes souffrances se résignent. Alors merci Marc de nous proposer ces remèdes pour accepter finalement notre humanité. Et chers amis, je ne peux que vous inviter à venir acheter la marque Horace et par internet. On peut vous trouver aussi par internet sur tous les réseaux sociaux. Mais je vous invite vraiment à venir dans les boutiques parce que vous recevrez un accueil très chaleureux. Qui plus est, à ces quelques semaines qui nous séparent de Noël, venez faire des cadeaux, vous ne serez pas déçus. Merci infiniment, merci Marc. Merci Manuel. Merci beaucoup.